La situation politique encore confuse à 5 mois d'une présidentielle. Comment analyser ce désordre organisé? Au Moyen-Orient, la guerre entre le Hamas et Israël, les voix peu audibles de l'Afrique et le silence du monde arabe. Quel impact géopolitique, géostratégique et économique pour le Sénégal et le reste de l'Afrique? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit Serigne Mor Mbaye, psychologue, et Babacar Diouf, colonel à la retraite, spécialiste en géopolitique. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 22 octobre 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 22 octobre 2023, bienvenue à l'Air du Temps, que ce soit aujourd'hui le colonel Babacar Diouf, colonel à la retraite, spécialiste en géopolitique, géostratégie, Serigne Mor Mbaye, psychologue et analyste. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La situation politique au Sénégal semble encore confuse par rapport à la prochaine présidentielle. On ne sait encore pas comment y aller. On constate qu'il y a plus de 250 déclarations de candidature pour un pays de 18 millions d'habitants, selon les chiffres de la NSD qui vont peut-être évoluer. La NSD parle peut-être que le Sénégal sera à 22 millions d'habitants. Serigne Mor Mbaye, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette ruée vers la présidentielle? Pourquoi autant de déclarations de candidature? Bonjour Alassane, je salue mon frère Babacar que j'ai le plaisir de retrouver après tant d'années. On s'est rencontrés plusieurs fois et nous avons contribué, en fait, participer à des réflexions sur ce pays-là, sur votre pays Alassane. Vous parliez de confusion, mais je pense que c'est une confusion organisée. C'est une confusion organisée, c'est-à-dire qu'il y a une fin de règne qui est tout à fait confuse, avec énormément de violence envers le peuple qui n'en peut plus mais. Et je pense que l'après ce pouvoir-là, on est en train de vivre encore la confusion et c'est pas bon pour le pays. Donc je pense que c'est tout à fait organisé et concerté par certains qui ne veulent pas qu'il y ait plus de clarté pour que les Sénégalais parviennent à faire des choix pour leur avenir. Oui. Colonel Babacar, 205 candidatures pour un pays de 18-20 millions d'habitants. Les parrainages, on voit tout le monde, la plupart des Sénégalais déclarent des candidats spontanés un peu partout. Ça ne déroute pas? Si, enfin, moi je vois deux ou trois choses. D'une part, je vois le Sénégal comme une jeune fille ou jeune dame richement dotée. Et donc, puisqu'elle est dotée, des prétendants viennent de partout. Le problème, c'est que parmi ces prétendants, il y a un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui sont des politiciens qui sont là depuis longtemps, d'autres depuis plus récemment, d'autres n'y sont pas dedans. Mais sans nommer quelqu'un, pour ne pas être méchant, je me souviens de quelqu'un qui disait qu'il était candidat. Heureusement que très tôt, il a dit non, finalement, je renonce, je soutiens un autre. Ça nous fait penser à donc un peu une course pour différents enjeux qui sont liés à la dot de la femme, de la dame. Maintenant, le problème, ce qui m'inquiète moi, c'est que pendant que ça se passe, nous avons un espace politique tellement polarisé que même ceux qui ne veulent pas être dans la polarisation ont du mal à s'en extraire. Alors, et donc, vous voyez, on est passé de l'individu qui va vers l'État. Mais vous allez au niveau du système, qu'est-ce que vous trouvez? Une autre transition dans laquelle vous avez l'ordre ancien, j'aime citer Gramsci pour dire un monde qui n'est plus, un monde qui n'est pas encore, entre les deux surgissent les monstres. Alors, vous avez les monstres qui surgissent dans le système, les monstres qui surgissent au niveau de l'État, les monstres qui sortent donc de leur tanière d'individus. Il y a de quoi s'inquiéter.
Il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est ça qui explique ce désordre où maintenant, on a des forces qui bougent à gauche et à droite pendant que chacun des pôles est fragmenté en même temps. C'est ça le paradoxe. Donc, bon, on ne sait pas où on va. Mais en ce moment, vous avez 75% de la jeunesse de ce pays qui est jeune. Sur 18 millions, vous avez 13 millions qui n'ont pas 35 ans au Sénégal. Et vous avez le Nicaragua, vous avez l'immigration clandestine, des gens qui partent comme pas possible. Jusqu'à ce qu'on constate dans certains chantiers à Dakar aujourd'hui, une pénurie de main-d'œuvre, de maçons, de menuisiers, de plombiers. Mais je pense que, Alassane, si tu as bonne mémoire, je suis à Tombouctou en 2013, après le départ des djihadistes. Oui. Je t'appelle ici en disant que les djihadistes sont partis. Et je voulais parler au peuple sénégalais. Ce qui s'est passé ici, c'est que quand les djihadistes sont venus, ils ont recruté les jeunes, et particulièrement les jeunes des Médersa, l'équivalent de nos talibés. Et je dis, mais attention, notre pays est en danger. Et dans l'analyse, je disais qu'aujourd'hui, l'Afrique présente, du moins dispose d'une opportunité historique extraordinaire, une démographie, 60% au moins de 25 ans. Et cette démographie-là, si toutefois on ne s'en occupe pas, en d'autres termes, si nous ne conduisons pas nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent savants, ben, nous risquons d'avoir des problèmes par rapport à cette démographie-là. Ça veut dire que ça peut être une bombe à retardement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui se passe dans nos pays en termes d'instabilité, c'est le sentiment de désespérance qui envahit la population. Ne dites pas les jeunes. Les jeunes, c'est la population, c'est le peuple. Ce sentiment de désespérance qui les habite. 13 millions sur 18 millions. Extraordinaire. Et lorsqu'on les écoute dans une semaine, je suis aux îles Canaries pour aller à la rencontre de ces jeunes. Je les ai rencontrés sur les sites de départ. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Nous ne croyons pas à ce pays. Et il y a une étude de l'IFA qui l'a prouvé. C'est-à-dire que plus de 70% de ces jeunes-là pensent que leur avenir est ailleurs. C'est vers un ailleurs que leur avenir se trouve. Et j'ai dit, il y a quelques semaines, que lorsqu'on évoque, par exemple, les forces occultes, je dis, mais les forces occultes ne sont ni plus ni moins que ces millions de jeunes dans un sentiment de désespérance et qui ne voient pas le bout du tunnel. C'est ceux-là qui, aujourd'hui, sont carrément suicidaires, parce que lorsqu'on est capable d'embarquer sur un navire alors qu'on n'a jamais vu la mer à 200 et qu'on va vers des côtes qu'on ne connaît pas, vers un inconnu, ben écoutez, ben, on peut se retrouver aussi aujourd'hui en face des forces de l'État et en les défiant. Donc Alassane, je pense que nous sommes dans le contexte d'un pays qui est en deuil interminable. Les familles sont dévastées parce que j'en profite pour parler de Fast Boy et à l'occasion, 67% des jeunes, 67 jeunes de Fast Boy sont engloutis dans l'océan. Vous allez à Bargny, il n'y a aucun jeune qui est resté à Bargny. Hein, c'est mes voisins de la côte. Donc il y a comme, je dirais, un pays du sauve qui peut, comme je dis, et ça c'est un désastre. Comme tu dis, tu ne peux pas construire un pays avec des zombies. Ça veut dire des gens qui sont complètement dans le désarroi et qui ne croient plus au pays. Et dans cette situation, vous avez une classe politique aujourd'hui qui ne pose pas ces vrais débats. On les effleure, on parle plutôt de parrainage, on parle plutôt de gens où Paul doit participer à l'élection, on parle aujourd'hui de conquête des pouvoirs, dans un contexte explosif où on parle de gaz et de pétrole attendu qui n'est pas encore vu. Oui, mais vous parlez de gaz et de pétrole, vous revenez à la dot dont je vous parlais. Tout à fait. La dame est riche, parce que son père est riche. Et les jeunes dans tout ça. Oui, je sais. Maintenant, au Sénégal, j'ai noté un mouvement. À partir de 2000, vous avez l'arrivée en politique de gens qui ne sont plus classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par les étapes politiques. Avant... 2000, c'est en référence à Abdoulaye Wade. Oui, mais moi je me souviens quand j'étais tout petit, je voyais les gens, sous-section, section, donc il y avait un escalier pour monter. Et les gens acquéraient un peu d'expérience et devenaient, quand ils arrivaient, quand on vous disait celui-là est ministre, celui-là est ceci ou cela, ils l'ont imposé. Maintenant, vous avez, à partir de 2000,
vous avez dans l'ascenseur des gens qui ne savaient pratiquement, en tout cas beaucoup, ne savaient que se bagarrer. Parce que c'était fonctionnel. On avait une bataille entre deux groupes, PS, PDS. C'est-à-dire la rue a envahi la République. Oui. Et cette rue qui a envahi la République, c'est cette même rue qui déborde les leaders. C'est-à-dire, vous savez, quand on se bat, quelqu'un est avec moi, c'est comme un cheval donné, on ne regarde pas sa denture. Et donc, le chef, il voit les gens, il ne peut pas dénoncer pour ne pas perdre dans un combat important, enjeu majeur. Donc, il gère. Même s'il y a des sanctions, vous n'êtes pas au courant. Ça se fait en douce. Mais ce qui devrait vous inquiéter, en tout cas qui m'inquiète, c'est que quand vous avez la situation sécuritaire régionale que l'on connaît, qui est la défense? Vous avez les forces de défense et de sécurité, vous avez la population qui travaille en synergie. La population, c'est un multiplicateur de puissance. Parce que les forces ne peuvent pas être partout. Mais la population est partout. Sinon, l'endroit n'est pas important. Et donc, cette population qui, par sa collaboration, rend les forces de défense plus efficaces, c'est cette population-là qui fait face parfois aux forces, et en même temps, ces forces, au lieu d'être dans les différents endroits où elles devraient être, se tournent vers autre chose. En même temps, il y a une sorte de turbulence avec le second pilier de l'État, c'est la justice. On la pousse, on la met de tous les côtés. C'est vraiment opposition, parti au pouvoir. Chacun lui trouve des verrues sur le visage. Voilà comment je peux le dire. Et donc, vous avez des menaces, vous avez vos forces prévues pour vos ressources prévues pour faire face qui sont détournées vers d'autres choses. Diversion, c'est le mot. Diversion par rapport à la mission principale. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? S'il ne vous arrive rien, c'est que la menace n'était pas sérieuse. Mais si elle est sérieuse, à votre place, je m'inquiéterai. Et ça explique aujourd'hui que les jeunes quittent le pays pour aller au Nicaragua. Non, les jeunes... Pour aller en Espagne. Non, les jeunes. C'est parce que, vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez des ressources, et que ces ressources ne vont pas là où elles doivent aller, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits qui ne seront pas arrosés. C'est un peu comme un château d'eau, je vous le disais tout à l'heure. Un château d'eau, l'eau doit arriver, aller dans les conduits et alimenter différents endroits. Mais si vous créez des trous, ou si vous êtes... Il y a l'efficacité, il y a l'efficience. Dans les deux cas, vous perdez. Et donc vos jeunes, justement, c'était un potentiel, un couteau à double tranchant. C'était un dividende, si vous savez vous en servir. Mais si vous ne l'avez pas tenu, c'est la désespérance qui ouvre droit à quoi? On part. Mais celui qui est prêt à risquer sa vie en mer devrait être prêt à le risquer partout. Et si quelqu'un lui propose quelque chose, c'est une main d'œuvre en jachère. Voilà. Et donc, à la limite, moi je pense qu'il y a certains qui se disent c'est mieux que les garder ici. Parce que les garder ici, c'est une cinquième colonne en puissance. Absolument. Voilà le drame. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que tous ces jeunes, qu'on les jette sur les Jakarta? Oui, tout à fait. Écoutez, puisqu'on n'a pas de travail de données, on autorise les Jakarta pour plein de Jakarta. C'est tout à fait triste. Et les Jakarta créent tellement d'accidents qu'on a l'impression que c'est un assassinat qui dit pas son nom. Absolument. C'est un coût en santé publique énorme, ces histoires de Jakarta. Est-ce que vous savez le nombre de jeunes éclopés qui présentent c'est une façon d'éliminer de potentiels demandeurs d'emploi? Mais je pense que c'est nul, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Voilà un pays, je salue un peu ce que Babacar a dit, et l'image est très belle. Voilà une belle femme qui a tous les attributs, qui a tous les atouts, dont tout le monde veut,
Ok, mais tout le monde, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Il faut les meilleurs. Et il faudrait pouvoir que cette dot-là puisse être partagée, surtout avec l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple. Et le peuple est jeune. Il faudrait cesser de dire, oui, les jeunes. Les jeunes, c'est le peuple. C'est la majeure partie de notre pays. Alors, il n'y a aucune perspective. Les jeunes vous disent, il n'y a aucune perspective pour notre pays. Vous avez vu dans ce pays-là le nombre de projets d'employabilité des jeunes. Mais on n'a jamais fait le bilan. C'est des milliards et des milliards qu'on met dans la cagnotte, qu'on distribue à tire-larigot et qui s'évaporent comme cela. Donc c'est là où, Alassane, tu m'as entendu sur ce plateau dire, mais tu n'as pas d'État. Tu n'as pas d'État. C'est des élites parasitaires qui s'additionnent de façon arithmétique pour leurs intérêts et qui ne savent même pas gérer cette fameuse dot. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux du monde. Je pense qu'ils regardent leur nombril, ils pédalent dans la farine et ils ne savent pas qu'au-delà de ce pays, il y a un enjeu considérable. Je parle sous le contrôle de spécialistes en géopolitique, mais aujourd'hui, notre obsession, ça devrait d'assurer la sécurité de notre pays. Mais pourquoi les vraies élites laissent la place aux élites parasitaires? Pourquoi les vraies élites ne s'engagent pas pour changer la nature du pays? Mais c'est en train de se faire. Hein. Sur les 250 candidats, tu peux compter des hommes et des femmes, des identités remarquables, qui sont réveillés, qui aujourd'hui veulent en découdre avec... Mais qui sont inaudibles auprès des Sénégalais. Mais ils sont inaudibles parce que tout simplement, il y a une chose aussi, il y a une chape de plomb. Hein. C'est difficile dans ce pays de se faire entendre parce que ceux qui sont là, ils verrouillent. Hein, ils verrouillent. Et je pense que personne n'y a intérêt. Et c'est là où je fais un appel à la presse. Je dis il faut laisser le champ libre à des fins que s'expriment des identités remarquables qui ont des projets de société. Parce qu'en ce moment, la bataille, c'est pas, dans cette confusion tout à fait concertée pour infecter nos imaginaires, mais il faudrait pouvoir faire émerger un projet de société. Alassane, nous cheminons ensemble depuis de nombreuses années. Je dis, mais ce pays reste à réinventer. Il nous faut un nouveau projet de société. Il nous faut, comme me rappelait Babacar, un up national. Ça veut dire revisiter nos institutions, revisiter nos valeurs. Mais pourquoi depuis qu'on en parle, on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Mais parce qu'on en parle des années, vous en parlez depuis des années. 2020. Pourquoi depuis lors, on ne fait rien? Ça ne bouge pas. Pourquoi il n'y a pas d'action? Pourquoi il n'y a que des intentions? Il faut que les gens se réveillent. Comment se réveiller? Je pense qu'il faut sortir de nos lâchetés et de nos conforts habituels, pour accompagner ce mouvement populaire d'aspiration au changement qui peut être un mouvement anarchiste tel qu'on le voit et qu'il faudrait plutôt orienter ces énergies-là vers ce Sénégal que nous devons réinventer. Mais pour ce faire, pour construire ce Sénégal du futur, il faut que chaque Sénégalais se sente responsable. Avec Babacar, on évoquait tout à l'heure, et avec toi, d'autres pays qui nous entourent, mais qui pendant que nous, on regardait notre nombril et comme disait Babacar, et qu'on se pensait que surdoués, ces pays-là ont fait la Côte d'Ivoire, tu prends le Maroc, même le Burkina. Voyez-vous, vous allez au Burkina, le Bénin également. Il y a des pays qui aujourd'hui, pendant que nous avions des acquis considérables, parce qu'à l'indépendance, le Sénégal avait une avance sur tous ces pays, nous avions tout l'héritage de la colonisation, des universités, de bonnes facultés de médecine, une élite politique intellectuelle extraordinaire. Mais aujourd'hui, ces pays-là avancent. Pendant ce temps, nous, on est dans la gadoue de l'émergence et autres. Et je pense que nous avons raté le coche. Parce qu'un pays, ça se gouverne avec des élites savantes, des élites patriotiques, des élites cultivées, qui connaissent les enjeux du monde et qui ne regardent pas seulement leur poche. Babacar disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en 2000. Quand Ouad est venu au pouvoir, il est venu aussi avec une certaine camarilla qui a... Alassane, je souscris à Babacar parce que ceux qui sont là, mais ils n'ont aucune culture politique. Avant, il y avait des partis où on formait les gens. On les formait idéologiquement. C'est-à-dire que les gens comprenaient quels sont les enjeux
nationaux, quels sont les enjeux internationaux, et ils avaient une identité forte et un sentiment d'appartenance et de service pour leur pays, de citoyenneté. Mais on ne forme plus personne. Les gens se rentrent en politique pour se bagarrer en sachant que c'est la seule voie de survie, c'est la seule trajectoire. C'est aller s'enrichir, aller tremper dans l'argent. Et donc, je pense qu'il a tout à fait raison, Babacar. Ceux qui sont là à partir de 2000, mais excuse-moi, moi je trouve qu'il y a un degré de crétinisme extraordinaire parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Ils comprennent qu'il faut aller vers la mangeoire, pour prendre leur part du butin, c'est tout. Et avec ça, on ne construit pas un pays. Mais pourquoi on est conscience de cette situation aujourd'hui, qu'on ne fait rien pour la changer, qu'on continue à la subir depuis 2000, à continuer à la subir aujourd'hui, peut-être même demain? Oui, mais moi je crois qu'il faut revoir toutes les étapes et où ça nous a menés, pour voir la nécessité que tant qu'on a, il y a un minimum, si c'est pas fait, on s'en sort pas. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé du syndrome du surdoué tout à l'heure. Il est dans la classe, il sommeille, il est toujours premier. Un jour, il commence à être de moins en moins premier, et un jour, il est totalement dernier. Alors, votre génération-là, ces jeunes-là, mais moi, je regarde mon fils. Je vous jure, quand je l'écoute parler science... Babacar, fais gaffe, il t'écoute. Oui, non. Mais justement, mon fils, devant lui, je me sens humble. Parce que malgré toutes les études, moi je suis aviateur, j'ai fait une école d'ingénieur, etc. Mais quand mon fils, qui a fait electrical engineering, me parle de certaines choses, je suis baba. Quand je le vois face aux réseaux sociaux, face au monde actuel, je sens que je suis juste... Vous savez, quand la dame dans Alice au Pays des Merveilles, quand la dame de cœur dit, ici, il faut au moins courir un peu pour rester sur place. Mais je me rends compte que nous ne courons plus assez. Quelque part, nous reculons. C'est-à-dire, le fossé entre cette jeunesse et nous se creuse. Maintenant, vous savez, une élite. L'élite que nous avons aujourd'hui, la plupart, parfois la vieille gauche, ces gens qui savaient articuler un raisonnement, machin, ça me manque. Je vois des gens, ils sont plutôt des rentiers. L'origine compte de moins en moins, parce que les humains investissent là où il y a des bénéfices. Quand la connaissance n'est plus un investissement qui rapporte, les gens investissent dans autre chose. Ben, si c'est les insultes, si c'est le reste qui permet d'y aller, mais tant mieux. Mais le pire, c'est que quand vous entendez un débat, l'argumentaire est ad hominem. Je vous écoute, je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'écoute une seule faille de votre raisonnement, je m'y engouffre, je fais du dilatoire. Et même la presse. Aujourd'hui, je ne vais pas jusqu'à parler de 1000 collines, mais on est quelque part sur ces routes. Pas loin. Il m'arrive de regarder des trucs, je vois les gens, comment les gens sont... Et il y en a qui sont très subtils. Ah oui, mais machin, oui, mais ils rentrent dans quelque part, ils se mettent à sortir. Je n'ai plus besoin de savoir à quel groupe vous appartenez. Je les regarde et je dis, ah tiens, celui-là. Et malheureusement, cette division se fait selon la polarisation. Et le plus drôle dans la polarisation, c'est que, 1, le président n'est plus candidat. 2, on n'a toujours pas prouvé la question à son principal opposant, est-ce qu'il sera candidat ou pas. Ça se fragmente, ça fait de l'opportunisme. Il y a des gens qui émergent. Malheureusement, 206 ou 200, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le temps de les regarder. Oui. Mais moi, je regarde... le premier que j'ai noté, par exemple, qui me sortait quelque chose de différent, c'était un camarade, je crois. Oui. Ancien douanier. Je l'ai entendu. J'ai vu un peu son pédigré. Il y a quelqu'un qui est sorti tout récemment. Une tête d'œuf aussi, comme lui. J'oublie le nom de son parti, mais je le connais pour l'avoir rencontré à certaines occasions dans un truc où il m'arrivait de travailler. El Hadj Ibrahima Sall. Oui.
ancien ministre de Diouf. Ceux-là, on sent qu'ils essaient de construire un pôle. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est pas évident parce que vous avez comment on les appelle, le parrainage, qui est une bonne chose parce que ça va nous aider, mais qui peut être une mauvaise chose compte tenu du nombre de gens que nous avons et qui peut empêcher la richesse de la participation, parce que c'est cette richesse qui nous donne des programmes qui se heurtent et tout, et au bout, c'est ça qui permet aux Sénégalais de choisir. Et donc, moi je pense que au final, je suis souvent déprimé quand je regarde ce que ce beau pays est devenu, ce pays où, comme le dit le professeur, vous avez université, port, aéroport, des écoles, du n'importe quoi. La seule chose qui a cramé avec l'indépendance, c'était d'abord l'économie. C'est ça. Parce que l'économie, l'échelle du marché AOF, quand vous l'avez perdu, les économistes ont des courbes en U. Des courbes qui font ça, où vous avez les tailles les plus, comment on appelle, je perds le mot, la meilleure des tailles, en tout cas pour votre... Vous avez ce U, donc pendant un moment c'est bon que ça augmente, puis après les coûts marginaux augmentent, et puis vous rentrez dans le mauvais truc, vous devez vous redimensionner pour passer un autre U. On était à un grand U et notre marché est parti. Mais sinon, nous, on avait tout. On avait la situation de la Corée. Voilà. Donc, tout ça pour dire, très sincèrement, je lisais récemment quelqu'un qui disait, en fait, nos élites, qui sont devenues très disparates, à la limite, parfois, ça pose un problème d'appeler certaines élites, nous pose un problème fondamental. Lesquels d'entre eux sont vraiment préoccupés par l'intérêt national? Et moi, c'est ça qui est ma valeur suprême. Et quand j'entends certaines voix le dire, ça me confirme une chose. Nous sommes dans une impasse. Une impasse. Les seules personnes autorisées à musarder dans les impasses sont les chercheurs. Parce que eux recherchent la sérendipité. Mais les autres, dans une impasse, c'est mauvais signe. Voilà. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Serigne Mor Mbaye, psychologue et analyste, et Babacar Diouf, colonel à la retraite et analyste politique et géostratégique. Ça nous donne l'idée d'aller dans l'impasse qui se déroule dans le Moyen-Orient. Pourquoi le silence des pays arabes et des Africains dans cette situation entre Hamas et Israël? Et parce que Israël, c'est pas Israël, c'est l'Occident. C'est le bras armé de l'Occident. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont dans la géopolitique, mais on a vu un pays qui a été construit de toutes pièces. Je rappelle toujours aux Africains qu'on a failli avoir Israël en Ouganda. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un pays tout à fait artificiel qui arrive sur un espace culturel, la Palestine, occupé par des gens, et qui l'occupe et qui colonise. Avec la bénédiction des Occidentaux. Il ne faut pas l'oublier, avec leur culpabilité d'avoir cramé... D'ailleurs, on apprend que la position américaine était telle qu'il y a eu une crise au département d'État avec des démissions. Parce que certains cadres américains au département d'État ont dénoncé le fait que les États-Unis, Biden, aient pris fait et cause pour Israël. Mais tout à fait. Mais parce que c'est le bras armé de l'Occident. Depuis qu'Israël existe, Israël n'a jamais respecté aucune résolution des Nations Unies. Il ne faudrait pas l'oublier. Et moi, en tant qu'Africain, j'ai toujours été antisioniste. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vu, me battant
dans ma plus tendre jeunesse contre l'apartheid en Afrique du Sud, alors qu'Israël soutenait l'apartheid. Et on a failli, à un moment donné, se retrouver avec une Afrique du Sud fasciste et apartheid avec la bombe atomique. Il ne faut pas l'oublier. La classe politique israélienne, depuis le début, est une classe politique de droite, messianique, qui n'a aucun respect pour les autres peuples. Ça, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Alors, la problématique fondamentale, c'est être contre Israël. Critiquer Israël, c'est aujourd'hui être anti-juif et c'est mettre en péril les intérêts de l'Occident. Et je pense que c'est ça fondamentalement qui se pose. Et bon, il y a beaucoup de sayanim parmi nous. C'est-à-dire que des gens qui sont là, mais qui sont au service des auxiliaires du Mossad. Ça existe en Afrique. C'est des gens qui sont dans la haute finance, qui ont des moyens de pouvoir aussi verrouiller et neutraliser toutes les personnes qui sont des démocrates et qui se disent que ce qui se passe en Palestine est inacceptable. Ce qui est arrivé avec la Hamas, on s'y attendait. On a enfermé un peuple sur quelques kilomètres carrés. On l'a bombardé, on l'a affamé et n'a réagi jusqu'à présent. On déplore les morts civiles, c'est une évidence, mais le monde est resté aphone par rapport à la politique de droite de Netanyahou avec tous ces fous à barbe qui sont arrivés pour soutenir Netanyahou et qui sont dans la perspective de continuer la colonisation de la Palestine. Donc, Alassane, ceux qui se taisent sont complices depuis longtemps. Les gens ont été aphones et étaient dans cette trajectoire de Netanyahou de dire plus deux États. Il faut aller plutôt vers une annexion pure et simple de la Palestine. Et voilà ce que ça donnait. Donc ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont restés à fond. Mais pourquoi le silence aujourd'hui des pays africains par rapport à cette situation bien précise? Si vous le permettez, j'aimerais quand même un peu faire quelques rappels. Allez-y. Parce que vous savez, j'aime bien dire aux gens que le temps événementiel, il faut s'en méfier. Parce que quand ça tombe, tout ce qu'on entend relève de l'émotion. Mais quand vous prenez un peu de recul, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où venons-nous? Rapidement, juste quelques dates. Guerre mondiale, la première. L'Empire ottoman était du côté allemand. C'est ça. La sanction est tombée. Parce qu'on l'a dépecé après. Mais avant ça, à un moment, l'Europe, enfin certains pays qui se battaient contre l'Allemagne avaient vraiment peur de perdre la guerre. La déclaration Balfour, pour moi, c'est le clin d'œil qu'on envoie aux gens qui sont influents aux États-Unis pour avoir l'entrée en guerre des États-Unis. Quand on en sort, le nazisme, c'est la honte. On culpabilise. Et donc, on a trompé les Arabes parce qu'à côté de Sykes-Picot, il y a quelque chose dont personne ne parle. Hussein Magmaon, c'est ça. Haj Hussein qui était à la Mecque, et on a soutenu les Saoudiens contre lui. On lui a donné la Transjordanie devenue la Jordanie plus la Syrie. Les Français ont demandé la Syrie. On a dit ok, très bien, on lui pousse l'Irak, etc. Donc déjà il y a ces trucs là. Ensuite, quand aujourd'hui on reproche au Hamas le terrorisme, moi je veux bien. Mais attendez, le comte Bernadotte, il est mort où? Mais parce qu'à l'époque, il y avait l'Irgun, il y avait le Haganah, Stern, etc. Donc on disait Freedom Fighter. D'autres disaient les Britanniques terroristes. Donc vous voyez déjà la relativité qu'il y a. C'est pour ça que on condamne la violence, mais utiliser le mot terroriste, on doit le faire avec précaution. D'ailleurs, le choix des termes dépend des intérêts des uns et des autres. Oui, mais regardez, variable. Regardez, dans la guerre de l'information, qui est une des 4 guerres, on fait 911. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous de 911. Parce que nous avons la bataille
pour les cœurs et les esprits. La réalité... Parce que si vous regardez avec 2 dépêches, par exemple de l'AFP, si le journaliste est palestinien, les termes sont différents. Oui. Que si l'autre là est israélien. Mais il parle d'une même réalité. L'Israélien parle de terrorisme, le Palestinien parle de combattants. Et de résistance. Mais c'est pour ça, comme disait Nietzsche, la réalité est un ensemble de perspectives dont elle est la somme. Chacun voit selon l'angle. C'est comme le dessin industriel. Alors, à côté de donc tout ça, vous avez beaucoup d'accords, beaucoup de plans, mais surtout d'abord des résolutions. Le plan FAD de 81, c'était pour dire, je vous pose résolution 242, je vous pose résolution 338, et même 194 qui parlait des réfugiés. Je vous mets tous les 3, je vous les pose. C'est pas passé. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a de l'hubris. Je rappelle souvent aux gens que l'hubris, c'est le premier temps de la tragédie grecque. Après l'hubris, les dieux se tournent vers vous et vous font votre affaire. Et donc, tous ces accords, le plan FAD, ce qui s'est passé à Madrid, la conférence de Madrid, les accords d'Oslo, avec beaucoup d'espoir. Mais parallèlement, il y avait d'autres problèmes qui ont amené la guerre au Liban, avec Ariel Sharon, l'intifada 1 de 87, je crois, à 93, l'intifada 2 qui est venu à l'an 2000. C'est tout ce truc. Mais ne jamais oublier une chose. Il y a une guerre de territoire. Ça, les colons en sont la preuve vivante. Il y a une guerre de l'eau. La Tibériade, Litanie, etc. Il y a une guerre de l'information, mais il y a une guerre qui est encore plus dangereuse, et c'est sur ça que je veux parler. Elle est idéologico-religieuse. Parce que j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur un monsieur qui est Benjamin Netanyahu. Il faut le comprendre. Je ne le condamne pas comme ça, non. Moi, j'essaie de me poser en analyste, donc je n'entre pas dans les jugements de valeur, mais je veux juste le cadrer. C'est un monsieur qui, à mon avis, a subi un traumatisme important. C'est la mort de son idole, son frère. Je ne sais pas si vous vous souvenez du raid sur Entebbe. Tout à fait. Entebbe, vous voyez, tout à l'heure, vous parlez de l'Ouganda qu'on avait voulu donner aux Israéliens, quand les Palestiniens ont détourné ce fameux avion d'Air France. Tout à fait. Jonathan Netanyahu, Yoni, force spéciale, super. Ça, c'est 1. 2, il est opportuniste en politique. Et 3, il traîne des casseroles qui, aujourd'hui, peuvent à n'importe quel moment l'envoyer en prison. Et peut-être l'opportunisme aidant, il voit dans la convergence la mort de la gauche, la droite, l'extrême droite qui se développe, Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, et certains. Vous savez, on oublie que en Israël, il n'y a pas un parti majoritaire. Tous sont 40 et quelques pourcents. Et donc, vous avez toujours besoin des petits partis qui vous dictent leurs lois. Et comme par hasard, quand c'est les extrémistes que vous avez, ce qui est aujourd'hui, vous réveillez un plan. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2000, l'intifada avait commencé parce que Sharon était allé sur l'esplanade des mosquées. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vendredi, là, ce qui s'est passé samedi, le jeudi, il y avait des colons qui sont allés sur l'esplanade des mosquées. Il y a eu des arrestations, il y a eu des morts. En fait, l'Occident, aujourd'hui, a un problème. Et je plains un peu l'Union européenne, moi. Mais est-ce que la présence des Juifs dans la puissance, dans la finance internationale, qui tiennent l'argent des grosses banques, ne sont pas une pression supplémentaire pour que les Occidentaux se rangent derrière eux? Pas que. Il y a ça. Il y a leur influence générale dans le monde. La plupart expliquent même parfois la politique étrangère des États-Unis, parce que je continue à parler de traumatisés. Je me souviens de Albright qui disait « Ma famille a dû fuir 2 fois ». Je me souviens de Paul Wolfowitz qui disait «
à table, mon père ne parlait que de ça. Et l'histoire personnelle de Netanyahou impacte sur le comportement d'Israël, justement, attendez, les gens-là qui sont partis aux États-Unis, qui occupent une position, notamment chez les néoconservateurs, le soutiennent un peu. Et lui, il voit que sa seule chance de rester au pouvoir, il était d'ailleurs en train de chercher à changer, à donner plus de pouvoir au Parlement pour contrer les décisions du judiciaire. Et donc, si vous prenez tout ça, il y a quelque chose de très dangereux. Et ça, si on n'en parle pas, je crois qu'on aura raté une occasion. C'est quoi cette affaire? C'est ce projet de reconstruire le temple, qui veut dire que l'esplanade des mosquées, vous devez détruire Al-Aqsa. Il y a un projet d'un temple à Al-Aqsa. De l'extrême droite qui disent on n'en a rien à faire, on va vider le pays de tous ces gens. Si tous les Arabes refusent de donner la nationalité aux réfugiés palestiniens, vous savez pourquoi? C'est pour ne pas éteindre les Palestiniens en les absorbant. Non, on leur laisse la nationalité pour que le mal reste toujours là. Maintenant, pourquoi les Arabes ne disent rien? Mais vous vous souvenez de la guerre de 2003? La Palestine avait opté en soutenant, plutôt avant ça, ils ont soutenu l'Irak de Saddam Hussein. Ce soutien-là, les autres pays arabes continuent à le faire payer à la Palestine. Ensuite, on a presque castré l'autorité palestinienne. C'est là où je voulais en venir, Babacar. Voilà. Parce que le Hamas a été soutenu par Netanyahou. Netanyahou a fait la promotion du Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Et c'est ce même Hamas qui aujourd'hui devient castrateur. Donc l'opportunisme dont... mais vous avez touché un point en disant que Israël a soutenu la naissance du Hamas. Tout à fait. Mais comment on appelle ce monstre-là? Frankenstein. Il est né de manipulation comme ça. Regarde 911, c'est qui? Al-Qaïda? Tout à fait. Al-Qaïda, qu'est-ce que Brzezinski avait dit à Carter? S'ils y entrent, ils auront leur Vietnam. Effectivement, mais il a créé Al-Qaïda pour donner aux Soviétiques leur Vietnam. Et en retour, on a le 11 septembre. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut voir. Et nous, Africains, je voudrais juste parler des Européens. Vous savez, les Européens ne se rendent même pas compte d'une chose. Ils représentent une puissance économique Maus. Il y avait derrière un logiciel franco-allemand d'Europe de la défense qui aurait pu leur permettre d'être une puissance d'équilibre. Ce que tout le monde souhaitait. Et donc, ils auraient eu beaucoup de gens venir vers eux au lieu d'accepter la polarisation États-Unis, Russie, Chine. Mais eux, non seulement la guerre d'Ukraine, en les coupant de la Russie, a tué l'Europe de la défense, mais leurs problèmes économiques vont être tels que moi, je m'attends à ce que des gouvernements tombent face à la rébellion de certaines populations aux élections qui suivent. Donc, voilà tout ça. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? L'Union africaine sert à quoi? Les différentes communautés économiques. Parce que nous ne sommes pas conscients de notre atout majeur, qui est la solidarité. En fait, nous allons toujours de manière dispersée. Je peux le comprendre, hein? Je ne suis pas naïf. Parce que les autres contrôlent certaines autorités, certaines élites, certains chefs d'État. On les capture littéralement. Et on les fait marcher à la baguette. Créant ce décalage avec les populations qui sont jeunes. On revient et vous voyez toutes ces convergences. Donc pour moi... Mais Babacar, tu as tellement raison sur une chose. Mais on a senti quand même, dans l'affaire de l'Ukraine, une certaine autonomie, même encadrée de certains chefs africains qui ont refusé de suivre la masse. Est-ce que ce n'est pas une lame de fond? Mais c'est au plan historique. C'est pas une lame de fond, c'est au plan historique. Hein. Quand on parle des Russes, les gens ont quand même bonne mémoire. Les guerres de libération contre l'Occident, les guerres de libération ont été soutenues par la Russie. Vous ne pouvez pas demander à l'Afrique du Sud d'aller soutenir l'Ukraine, alors qu'on sait que l'ANC était adossé au soutien russe et cubain. Donc c'est par mémoire et par devoir de fidélité que la plupart des pays africains se sont positionnés, non pas dans une... En fait, ne sont pas allés dans une position anti-russe.
parce qu'ils n'ont pas été colonisés par les Russes. Et les guerres de libération de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest ont été soutenues par l'ex-Union soviétique et par les forces communistes. C'est ça la problématique. Et la situation au niveau du Hamas aujourd'hui avec Israël, est-ce que les chefs africains ont peur publiquement de soutenir, de dénoncer ce qui se passe? Oui, parce qu'ils sont tenus quelque part? Ils ont peur d'être punis. Oui. Mais parce qu'ils ont d'être punis. Quand l'Occident se range, écoute, tu as peur. Mais il faut voir la posture des Africains par rapport à l'autorité palestinienne. Prenez le Sénégal. L'autorité palestinienne a toujours été très bien accueillie dans notre pays. Mais les données géopolitiques et d'intérêt font qu'aujourd'hui, les gens sont dans l'expectative et dans la peur. Une sorte d'équilibre. Le communiqué justement. Ils ont peur d'être castrés, ils ont peur d'être punis. Le communiqué justement du Premier ministre Amadou Ba sur cette situation montre une sorte d'équilibre entre les deux. Ils ont tout simplement peur et comme il dit Babacar, il y a parmi ces élites-là, il y en a qui sont auxiliaires de ces intérêts au niveau international. Donc, ils ont peur. Ils ne voient pas que dans le contexte d'aujourd'hui, où il y a une polarisation du monde, vous dites que l'Europe avait une opportunité de se positionner. Mais l'Afrique a plus d'opportunités, je pense, pour se positionner, eu égard à sa démographie. Aujourd'hui, eu égard à ses ressources, à sa jeunesse, c'est pour ça que je dis, sa démographie, ses ressources, je me dis, mais il faudrait tout juste qu'il y ait l'émergence d'élites qui comprennent les enjeux du monde et qui sont solidaires pour peser sur la balance. Oui, mais attention, vous avez besoin à la fois, quand vous avez des défis de ce type, vous avez besoin de volonté et de capacité. Est-ce que nous avons la volonté ? C'est ça le premier problème. Parce qu'effectivement, devant la puissance résiduelle, parce que la transition, elle est en train de se faire, donc le monde est en train de basculer. Nous sommes dans une transition systémique. Les gens parlent juste de, oui, une émergence d'un nouvel ordre. Mais quand vous dites nouvel ordre, c'est nouvelles règles du jeu, nouvelles pratiques, etc. Qui va les définir? Ce sont les champions, les léviathans. Les léviathans du système. Il y a l'Amérique qui a perdu une partie de son super, il y a les Russes et les Chinois. Le problème, encore une fois, c'est qu'au milieu, Europe, Afrique, ça aurait fait le parfait truc sur des bases saines. On ne l'a pas fait, mais on a encore peur des sanctions. Résultat, si vous regardez les cartes, vous avez le bloc occidental qui est pour et qui va même jusqu'à nier la liberté d'expression et tout ce qu'ils appellent leurs valeurs. Vous avez le bloc qui est totalement contre et qui condamne. Et vous avez maintenant ceux qui appellent à la désescalade. Certains condamnent en même temps, d'autres non. C'est ça la masse de manœuvre qui cherche sa position d'équilibre. Et les Africains sont majoritairement dans ce groupe. Maintenant, chaque pays choisit en fonction de ses intérêts. Moi, je ne peux pas dire l'État tel a raison ou tort. Mais ce que je vois, c'est que le sens de l'histoire aurait dû nous amener à être plus mesurés. Parce que finalement, on vous a dit que Poutine, avec la Cour pénale internationale, pour comment ça s'appelle? Par rapport à l'Ukraine? Oui, mais attendez. Et qu'est-ce que Israël est en train de faire? Et qu'est-ce que les gens du Hamas font? Parce que ce sont les extrémistes des deux pays qui sont face à face. Les autres, eux, sont là. Et juste pour dire, le roi Hussein de Jordanie, qui est quand même un pro-occidental, quand il dit « Notre sang, notre vie ne vaut pas la vie d'un occidental. Notre sang. » Mais quand j'ai lu ce matin, rapidement avant de venir, un truc sur lui, j'avais les cheveux qui se dressaient sur ma tête. Le 2 poids, 2 mesures de l'Occident. Finalement, tous les Africains sont en train de dire « Nous n'avons plus de leçons de recevoir de ces gens-là. Regardez-les. » Et c'est dramatique parce que ça se passe au moment où nous avons besoin, nous, de soutien pour consolider nos systèmes démocratiques.
Voilà, le temps que nous imparti. Je pense qu'il faudrait fixer dans le discours de Babacar ce fait que l'Europe aurait pu aller dans une alliance avec l'Afrique pour peser entre les deux pôles. Mais ça, il faut les faire. Et l'Europe l'a perdu parce que le couple franco-allemand s'est disloqué et je pense qu'on les a disloqués. Plus la crise économique, parce que l'Ukraine a coupé le modèle économique russe, allemand. Le gaz russe à bon marché. Maintenant, ils achètent le gaz liquéfié. Mais ça a été organisé. Je pense que c'est juste pour ne pas rentrer dans une longue discussion. Le temps, c'est un débat passionnant. Le temps qui nous est imparti est terminé. On a même grappillé 1 minute de plus. Merci infiniment à Serigne Mbaye, psychologue et analyste. Merci également au colonel Babacar Diouf, qui est analyste, colonel à la retraite et aussi géostratégique. Merci à Amadissi qui assure la technique. Bon dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 90.3.